Le Suntra, vidéo 20, oblique 96, Cybèle 15. Sur un chemin boisé, alors que Cadon et ses compagnons avaient rejoint le continent et descendaient vers le sud, ils aperçurent une femme qui arrivait vers eux en courant. Elle semblait totalement affolée. Cadon, le grand druide des esprits, lui demanda ce qui se passait. Et la femme répondit qu'elle venait de voir un fantôme sortir à l'horizontale du corps de son mari qui venait de mourir d'une forte fièvre. Cadon la rassura aussitôt en lui disant que cela était tout à fait normal. Lorsque nous mourrons physiquement, dit-il, nous quittons notre enveloppe charnelle. Cela est dans la nature des choses, et c'est ce qui explique votre vision, même si la plupart du temps, cela ne nous apparaît pas. Où est-il allé demanda la femme encore sous le coup de l'émotion. Va-t-il revenir? Elle continua sans que Cadon ait eu le temps de répondre. Non, il ne reviendra plus, je le sais, je le sens. J'étais affolé, je suis allé chercher de l'aide, mais personne n'a pu me le ramener. J'ai mis mon oreille sur sa poitrine pour voir si son cœur s'était remis à battre, mais je n'ai rien entendu. J'ai pleuré si fort que les gens m'ont assis en dessous d'un arbre pour que je reprenne mes esprits. Et ensuite, désespéré, je suis parti en courant. Encore très bouleversé, elle enchaîna. Que vais-je devenir? Que vont devenir mes enfants? Rassure-toi, chère femme, dit Cadon. Nous allons trouver une solution pour eux. La femme sanglotait à nouveau. Pauvre homme, que le grand bouc ait pitié de lui, dit-elle. Tous regardaient la femme avec empathie. Cadon dit, ton compagnon n'est pas mort. Il est simplement allé rejoindre l'un des univers parallèles. À son air, elle parut ne pas comprendre ce qu'on lui disait. Elle regardait vers le ciel et semblait perdue comme une enfant abandonnée. Était-il un homme bon? Demanda Cadon. La femme sembla choquée par cette question. Mon compagnon était le meilleur des hommes, dit-elle, d'un air indigné. Puis elle expliqua à tous que durant sa vie, il avait pourvu au bien-être de sa famille et avait bien élevé ses enfants. Elle termina en disant qu'il avait été un homme très bon et très intelligent. Cadon enchaîna. Votre compagnon a été un homme bon et honnête, dites-vous. Alors cela est formidable et très important pour lui. Vous n'avez nulle crainte à vous faire. Il sera bien reçu là où il va. Puis il parla des univers parallèles joyeux, du clay, de l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Il lui demanda depuis quand était mort le père de ses enfants. La femme eut un long soupir et dit que son compagnon venait de mourir 4 heures auparavant. Une souffrance sincère se lisait sur son visage, et elle laissait couler quelques larmes de désespoir. « Veux-tu lui parler » demanda Cadon. En voyant son air incrédule, il continua. « Si tu le désires, tu peux encore lui parler, cela pendant 2 jours pleins et demi. » La femme ne comprit pas ce que Cadon venait de lui dire, et à nouveau indignée, elle se mit en colère que l'on puisse de la sorte se moquer d'elle et de son pauvre compagnon. Cadon la calma aussitôt, en lui expliquant ce qui était en train de se passer. Tous se mirent en route vers la demeure de la femme, afin de trouver, près de chez elle, un arbre suffisamment vieux et majestueux pour en faire un arbre sacré des esprits. Après une dizaine de minutes de marche, ils trouvèrent un grand frêne, un arbre d'une grande beauté, âgé de plus de 300 ans. Avant de faire sa demande à l'arbre, Cadon parla aux esprits qui pouvaient se trouver dans les environs proches. Puis, il fit sa demande. Après quelques minutes, Cadon revint vers le groupe. Le sourire qu'il affichait sur son visage parlait pour lui. L'arbre avait accepté de devenir un arbre sacré des esprits. Cadon sortit de son sac de peau un palahan, qui est un plateau sur lequel le Kaman avait gravé 3 personnages, les 2 grandes vues du cadonisme et, quelques jours plus tôt, le portrait du Laman Sherpa. Cadon dit qu'il allait faire la concrétisation de la feuille, que cette action était utilisée à l'occasion de certaines cérémonies cadonistes. Puis, il sortit un autre objet de son sac, qu'il appela un ti, une sorte de corde de cuir d'une longueur de 3 pas environ, au centre de laquelle l'on pouvait voir des bouts de bambou horizontaux, noués entre eux et collés par de la résine d'arbre les uns aux autres. Cadon demanda au Laman Sherpa de prendre l'extrémité de la corde. Puis il prit l'autre bout et ils commencèrent à faire tourner la corde à la façon d'une corde à sauter de petite fille. La corde au bambou tournait déjà à grande vitesse. Après plusieurs tours, tous entendirent un léger son en provenance de l'objet. Cadon expliqua que ce bruit n'était autre que le son qui permettait à un lien de cérémonie d'entrer en relation avec les esprits. Cadon appela l'esprit du compagnon de la femme
et il entra en contact avec lui assez vite. Il demanda à la femme de lui poser 3 questions, dans sa tête, sans lui parler, et de les déposer sur le plateau de bois par l'imagination, et de placer sur le plateau 3 feuilles d'arbre pour les concrétiser. La femme s'exécuta. Elle posa 3 feuilles d'arbre sur le palaan que Cadone tenait à la main. Il souffla doucement dessus, comme sur un feu pour le faire démarrer. Il dit que ces questions étaient maintenant déposées sur ce plateau. Il posa le palaan sur un tronc d'arbre mort et prit les 3 feuilles dans ses mains, les examina quelques instants, puis il s'adressa en silence à l'esprit en direction de l'arbre sacré. Seules ses lèvres bougeaient et personne n'entendait ce que Cadone disait. Visiblement, il parlait à l'esprit qui se trouvait au-dessus de l'arbre. Il dit qu'à la prochaine concrétisation de la feuille, les questions seraient écrites, car le Laman Sherpa maîtrisait désormais l'écriture. Après un certain temps, alors que chacun attendait qu'il se passe quelque chose, une nuée de papillons traversa la clairière. Cadone s'approcha de l'arbre sacré des esprits et revint vers la femme. À la première question, dit-il à la femme, votre compagnon répond « oui ». Tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. À la deuxième question, il répond oui. Je suis merveilleusement bien et curieusement bien heureux. Je vole dans le ciel au-dessus de cette forêt et de toi qui es sous moi avec ces gens qui savent. À la troisième question, il répond oui, tu pourras retrouver un compagnon et ce sera un brave homme besogneux comme je l'ai été moi-même et tout se passera bien pour toi et pour nos enfants qui vivront heureux. À ces mots, la femme tomba au sol inanimée. Les damas la relevèrent, lui tapotèrent les joues, et elle revint à elle. La femme dit, « Comment cela est possible ?»« L'ignorance a ses certitudes, dit Cadone. Il est un gouffre sans fond, où se mêlent nuit et désespérance, dont on ne revient que rarement, car la puissance de l'esprit est plus efficace que la flèche de l'homme des brumes. » Il continua, « La force de l'esprit est irrationnelle et insondable, car la flèche de l'esprit vous touchera où que vous soyez. Le début comme la fin n'ont pas de réalité dans le monde des esprits. Les esprits ne meurent jamais. Le début et la fin n'ont de réalité que dans l'univers de la goutte. L'esprit est éternel, car même s'il se développe et s'épanouit dans l'univers de la goutte, il n'en est pas de celui-ci. Le début et la fin n'existent que dans le un. » Il s'arrêta quelques secondes et dit encore, « Quand la dernière pluie sera tombée, quand le dernier rayon de soleil aura réchauffé la terre, quand le dernier vent aura soufflé dans la plaine, quand tout sera mort sur cette terre, rien ne sera fini. Car nous, humains, sommes dans le tout du temps et dans l'espace infini du grand carbone de lumière, qui est la destination finale et la renaissance de toutes choses. » Cadone parla de l'accomplissement du Tyo. Il dit à la femme qu'elle devrait le pratiquer pour elle, pour ses enfants, et surtout pour son compagnon disparu. La femme acquiesça et répondit qu'elle allait respecter cette action. Puis à nouveau, la femme se remit à pleurer. Elle semblait terriblement bouleversée. Chacun comprit son chagrin. La solitude déjà lui pesait, et l'un de ses enfants était malade. Il souffrait d'une forte toux, et cela la tourmentait encore davantage. Cadone dit qu'il allait faire quelque chose pour elle, une demande d'acceptation à un arbre sacré d'extraction, mais qu'avant de faire cette demande, et pour que son enfant puisse bénéficier des vertus et des soins de cet arbre, elle devait se convertir au cadonisme, afin que soient évités les effets inverses ou indésirables, car seuls, dit-il, les personnes croyant aux esprits pouvaient bénéficier de ce don des esprits, sans qu'il y ait le moindre risque pour la personne traitée. La femme accepta et Cadone lui demanda son nom. Elle dit s'appeler Kaya. Cadone la remercia et commença la cérémonie. « Répète après moi, chère Kaya. » La femme répéta mot pour mot ce que Cadone venait de dire, puis il fit un signe au-dessus de sa tête, comme 2 ailes collées l'un à l'autre, dos à dos. Puis il embrassa la femme et lui offrit un bâton à 4 branches, ou à 4 extrémités, qu'il venait de ramasser sur le sol. Il dit que ce bâton était l'un des symboles de la lumière cadoniste, qui est la parole prouvée des esprits, la représentation des 4 réalités, et que ce bout de bois était sacré. Puis, il sortit de son sac de peau une petite pierre blanche, de la même forme que le signe qu'il avait fait quelques instants auparavant au-dessus de sa tête. Il lui dit que cette pierre était la pierre de la fidélité, et qu'elle était sacrée elle aussi. Puis il la salua, et la femme salua Cadone à son tour, en joignant ses mains
sur le haut de son front. Cadon, le grand druide des esprits, marcha environ 200 pas, puis s'arrêta devant un nouvel arbre, plus jeune cette fois, en très bonne santé, et qui n'était pas un arbre fruitier. Il se tourna vers la femme qui s'approchait de lui. « Cet arbre est un arbre sacré d'extraction, lui dit-il. Va chercher ton fils, que je puisse te montrer ce que tu dois faire. » La femme s'exécuta, et sous le regard bienveillant de tous, Cadon fit sa demande à l'arbre. Après quelques instants, Cadon se tourna vers les Dahama, et leur dit que l'arbre venait d'accepter sa demande. Au même instant, la femme revint, accompagnée d'un jeune homme chétif, d'une petite vingtaine d'années. Ils s'approchèrent de Cadon et de l'arbre sacré d'extraction. Cadon plaça le jeune homme face à l'arbre, tout en restant derrière lui, puis lui demanda de bien situer sa douleur en son corps. « Où as-tu mal » demanda Cadon. Le jeune homme montra aussitôt sa poitrine. Cadon toucha alors le mal quelques instants et dit au jeune homme de mimer l'action, d'extraire la souffrance de son corps, tout en demandant à l'arbre, par un chant discret, de bien vouloir la lui prendre. « Pourquoi voulez-vous que mon fils donne son mal à cet arbre » dit la femme. « Les forces de la nature pourraient nous en vouloir. » Cadon dit que l'arbre sacré d'extraction, tout comme le guérisseur, était là pour ça, pour nous soigner, qu'ils étaient bons, que les arbres étaient bons, que les arbres étaient nos amis, et qu'ils étaient au service des esprits gouttes individuels que nous étions, et que là était sa fonction. Extraire le mal des créatures conscientes, afin de limiter l'impact des douleurs dans notre paradis de l'Algali, puis de les reverser dans l'univers des transparences, avant qu'elles ne finissent dans l'univers du ciel noir et dans la grille des exclus. Cadon continua. Pour les maladies graves, dit-il, le Venta individuel doit être pratiqué en complément de soins prodigués par un Laman Kamag, qui est le puissant guérisseur du cadonisme. Puis il se tourna vers tous et dit, je le répète, car cela est d'une très grande importance dans le processus de guérison. Le chant des douleurs doit être appliqué à la pratique du Venta individuel, accompagné des gestes adéquats. Vous devez doucement chanter vos douleurs à l'arbre sacré d'extraction, dans votre tête, si vous le touchez, ou à haute voix si vous ne le touchez pas. Et vous devez lui demander de vous les prendre. Ainsi, au bout de quelque temps, la guérison pourra s'opérer. Aussitôt, la femme, quelque peu rassurée, demanda à son fils de chanter sa douleur. Puis Cadon, comme un Laman Kamag aurait pu le faire, posa sa main sur l'épaule du jeune homme et lui dit « N'aie pas peur, je vais matérialiser le mal que tu as en toi et permettre ainsi aux esprits de le voir de façon plus précise. Cela t'aidera dans ta guérison. » Puis il demanda au jeune homme de commencer son chant. Après une hésitation de circonstance, le jeune homme commença timidement à faire des gestes et à chanter son mal. Quelques instants plus tard, tous furent étonnés de voir une sorte de brume noire qui semblait sortir du corps du jeune homme et qui montait vers la cime de l'arbre. Puis, celle-ci disparut d'un coup, comme happée par les branches hautes du jeune être. Les 7 Dahama qui avaient fait quelques pas en arrière semblaient très impressionnés par ce qu'ils venaient de voir. Puis le jeune homme se tourna vers sa mère et lui dit que bizarrement, il se sentait mieux, mais que même si son mal semblait encore présent, son angoisse, elle, avait totalement disparu. Il remercia Cadon, le grand druide des esprits, les 7 Dahama, et dit à sa mère qu'il souhaitait répéter cette pratique du Venta individuel chaque jour, que cela lui avait fait beaucoup de bien et que désormais, cette philosophie de vie serait la sienne. Cadon répondit au remerciement du jeune homme et de sa mère, et dit qu'il allait pratiquer cette fois le Venta d'alentour, pour notre terre, action que devrait faire chaque Dahama, chaque responsable cadoniste, afin de soulager quelque peu notre monde de sa douleur. Il dit encore, « Le jour où le paradis de l'Algali, qui est notre terre, sera foulé par un grand nombre de cadonistes, alors la douleur de ce monde s'évacuera par les arbres sacrés d'extraction et disparaîtra, n'en déplaise aux esprits défunts terrifiés et aux esprits défunts terrifiés copes qui craignent cette réalité et qui subiront encore davantage de tourments. » Cadon commença son Venta d'alentour, pour notre terre, sous les yeux émerveilleux des anciens brigands et des 7 Dahama. Quand il eut fini son chant, qu'il avait davantage parlé que chanté, des dizaines de nuages de brouillard sombre se levèrent de la terre environnante et furent attirés par l'arbre sacré d'extraction, aspirés par une sorte d'énorme bouche invisible. Puis les nuages de brouillard disparurent entre les branches comme fumée dans le vent.
Tous furent sidérés par cette chose mystérieuse qu'ils venaient de voir. Cadon offrit à la mère et au fils un jayan. C'est une prière puissante, dit Cadon. Le Dhammaob demanda s'il pouvait offrir lui aussi un jayan à quelqu'un. Cadon lui répondit qu'il devrait attendre pour cela, qu'il le pourrait dès lors qu'il deviendrait un Dhamma Espérance. Cadon précisa qu'en aucun cas un jayan pouvait être offert à une personne non cadoniste ou qui ne croyait pas aux esprits, car dans ce cas, l'effet s'avérerait contraire, voire dangereux. Après avoir salué la femme et le jeune homme, Cadon et les 7 Dhammas, ainsi que les anciens brigands qui étaient restés en arrière, reprirent leur route vers le sud. Oblique 96, Cybèle 16. Un soir, alors que Cadon et ses compagnons étaient près d'un Adams, dans la région de Loy, entre parenthèses aux environs de la ville d'Arras, en France, fermez la parenthèse, un homme dont le visage était grave les interpella. Toute la troupe profita de cette rencontre pour faire une pause. Les anciens brigands se regroupèrent plus loin, dans une petite clairière, afin de se reposer. L'homme dit à Cadon et aux 7 Dhammas que son fils, qui était le plus brave des enfants, était mort au printemps, attaqué par un ours, qu'il était mort de ses blessures après avoir énormément souffert. L'homme dit que ce drame le tourmentait en permanence, car son fils, qui avait été bon durant son existence, n'avait pas mérité un tel sort. Il pleurait chaque jour ce fils, qu'il n'avait pas assez connu. Cadon et les 7 Dhammas comprirent son désespoir, et ils l'invitèrent à se joindre à eux pour partager leur repas. L'homme dit à Cadon qu'il avait entendu parler d'une personne qui parlait aux oreilles des esprits, un homme vêtu comme un druide, tout comme l'était Cadon et ceux qui l'accompagnaient, tous habillés de longs vêtements, et pour certains d'entre eux, aussi longs que pouvaient être leurs cheveux. Il demanda à Cadon s'il était bien l'homme dont tout le monde parlait dans tous les alentours. Cadon dit à l'homme qu'il voulait bien l'aider. L'homme dit qu'il croyait au grand bouc aux griffes acérées, et non aux esprits, mais que cela ne l'avait pas aidé, et que rien ne pouvait atténuer son chagrin. Qui ne découvre l'origine de son malheur l'amplifie, dit le Dhammaob. L'homme semblait s'interroger sur cette phrase. Le Laman Sherpa, voyant que Cadon ne disait rien, et que le Dhammaob hésitait à poursuivre la conversation, dit « Considérer les esprits, c'est se considérer soi-même. » Puis il continua « Rejoindre la lumière cadoniste, c'est rejoindre la réalité de vie, qui est la parole prouvée des esprits. » L'homme sortit de sa réflexion, et dit que cette pensée et toutes ces histoires pouvaient les entraîner dans les terribles enfers du grand bouc. Cadon tendit à l'homme un morceau d'émane, entre parenthèses, sorte de galette, faite à base de farine de racine, fermez la parenthèse. Il dit qu'il n'y avait personne pour nous envoyer dans un enfer ou dans un paradis, que nous étions seuls responsables de notre destin, et que notre avenir dans les univers parallèles dépendait uniquement de nous, de notre vie passée, dans le paradis de l'Algali, de l'univers de la goutte, de notre comportement sur cette terre, et que ceci était le destin de chacun d'entre nous. C'est nous-mêmes, par la qualité de notre clé, qui nous responsabilisons, et orientons notre destination future dans les univers parallèles joyeux ou non. Et pour ce qui est de votre fils, dit Cadon, si vous le souhaitez, l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles peut lui être offert. Je ne comprends pas, dit l'homme intrigué. Quel est votre créateur? Notre créateur, nous n'en avons pas d'autre que nous-mêmes à travers Siwix et Eltra. Je suis esprit mêlé, dit Cadon, comme vous l'êtes vous-même, comme le sont tous les êtres et tout ce qui vit sur cette terre et sur toutes les terres de l'univers de la goutte. En toi il y a le monde entier, car l'esprit mêlé, sans début et sans fin, est en chacun de nous. L'univers du grand carbone de lumière est la matrice de vie qui réactive les mondes, les êtres et les choses de façon perpétuelle, car chez l'homme, comme pour votre fils, seul le corps meurt, dit Cadon, car tu es le monde entier, comme celui qui vivait il y a 10 000 ans ou 100 000 ans, et qui revient en toi. Vous êtes donc responsable de toutes vos actions, dit l'homme étonné. Oui, répondit Cadon, de toutes. N'y a-t-il personne pour vous pardonner de vos péchés ou de vos mauvaises actions? Personne d'autre que nous-mêmes, répondit Cadon, par l'amélioration de nos comportements et l'évolution positive de notre clé. Cela me semble bien cruel, dit l'homme. La cruauté n'est-elle pas le mensonge que l'on fait à soi-même, dit Cadon. Je ne suis pas un menteur, dit l'homme, je ne suis qu'un pauvre bougre. Là est tout le problème, dit Cadon.
Par notre fidélité, le paradis nous est promis, dit l'homme. Qui vous a promis une telle chose? Répondit Cadone. L'homme semblait troublé et cessa de parler. Cadone lui offrit un peu d'eau, puis, sans rien dire, ils partagèrent un peu de viande séchée. Cadone parla de la lumière cadoniste, de ses bienfaits, de la pratique du Tamra Galinae et de la grandeur des esprits. L'homme silencieux et visiblement impressionné semblait boire tout ce qui se disait. Puis, n'y tenant plus, il demanda à Cadone s'il savait où était son fils et s'il pouvait entrer en contact avec lui. Après avoir considéré l'homme qui était assis devant lui, Cadone dit qu'il pouvait effectivement tenter de contacter son fils. Aussitôt, une lueur d'espoir se dessina sur le visage de l'homme. Après le dîner, Cadone se mit un peu à l'écart. Il s'assit dans la position du petit escargot et commença son Tamra Galinae. Tous regardaient Cadone avec une grande curiosité. Le silence fit écho à un chant d'oiseaux. Durant de longues minutes, tous ne firent qu'un avec la nature environnante. La tête de Cadone balançait légèrement de droite à gauche et de gauche à droite, comme s'il était en train de voyager par l'esprit dans des tunnels escarpés. Puis Cadone devint totalement immobile, et les bruits de la nature cessèrent durant de longues secondes. Puis la tête de Cadone se remit à bouger, mais cette fois de haut en bas, et de façon ralentie. Enfin, après quelques instants, la vie de la nature se fit entendre à nouveau. Cadone ouvrit les yeux et dit à l'homme qui venait de voir son fils auprès de Donaya. Il dit, « Ton fils est très heureux, il voyage dans l'univers du ciel perdu où il vit, et l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Ton fils ne souffre plus, et il t'aime. » À ces mots, l'homme ouvrit de grands yeux, et son visage s'illumina. « Que vous a-t-il dit » demanda ce dernier impatient. « Il veut revivre avec toi dans la plus belle des vies de l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles, » dit Cadone. Comme l'homme ne semblait pas comprendre ce qu'on lui disait, Cadone lui expliqua ce qu'était cette vie destinée aux esprits défunts perdus et aux esprits défunts libérés jeunes. Il lui expliqua que les informations de notre vie dans le paradis de la Galie étaient stockées quelque part dans l'univers de la goutte, afin qu'elles soient reproduites dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles, qui est l'autre univers du physique. Cadone dit à l'homme qu'il lui fallait faire une demande de transfert. Ainsi son fils pourrait aussitôt intégrer cette vie dans cet univers parallèle, qui est dans une autre réalité individuelle du physique. La vie de ton fils pourra reprendre quelques instants avant d'être attaqué par l'ours, dit Cadone. L'homme étonné lui demanda pourquoi il voulait que son fils se fasse attaquer une seconde fois. Cadone le rassura et lui dit que cette fois son fils ne rencontrerait aucun ours et que sa vie allait reprendre son cours normal dans cette vie nouvelle de l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles, sans qu'aucun drame ne se produise. Vous voulez dire que dans cet univers merveilleux des chemins de vie parallèles, je vais revivre avec mon fils demanda l'homme. Oui, c'est ce que je dis, confirma Cadone. Car ton double parfait vit dans cet autre univers parallèle. Ton fils va vivre de nouveau avec toi et avec tous ses proches, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était produit ce triste jour, et ton fils ne fera aucune différence avec cette vie-ci. La bouche ouverte de l'homme traduisait sa surprise et sa fascination. Des larmes se mirent à couler doucement de ses joues, et malgré son chagrin, il esquissa un sourire d'espoir, son visage s'éclaira. « Pouvez-vous faire une demande de transfert aussi vite que possible » demanda-t-il. Cadone lui répondit que pour des raisons de sécurité, il devait d'abord se convertir au cadonisme. L'homme comprit ce que Cadone voulait lui dire. Il n'hésita pas un instant. Aussitôt, toute la troupe s'engagea sur un chemin afin de trouver un bel arbre sacré des esprits. L'arbre trouvé, l'homme impatient fut aussitôt converti. Désormais, il était cadoniste. Après que tout le monde se soit assis un peu plus loin, Cadone, devant l'arbre, fit sa demande de transfert à Donaya et aux esprits suprêmes des univers joyeux. Un bon moment plus tard, Cadone revint vers l'homme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il le regarda avec une joie non feinte et lui dit qu'à l'instant même où il parlait, son fils vivait à nouveau avec lui dans cet univers merveilleux des chemins de vie parallèles, et que si l'homme ne s'en rendait pas compte, lui, Cadone, aussi sûr qu'il le voyait à cet instant devant lui, l'avait vu allumer un feu en compagnie de son fils pour préparer le repas du soir. L'homme parut bouleversé. Il dit à Cadone son envie de consacrer sa vie à cette nouvelle philosophie,
et qu'il voulait devenir Dahama, moine cadoniste, afin de mieux servir son engagement et le monde des esprits. Cadon accepta et demanda au Laman Sherpa de le confirmer Dahama à aube le jour même. Avant que la nuit tombe, le Laman Sherpa, secondé du Kaman, confirma l'homme, Dahama à aube. En remerciement, celui-ci demanda à Cadon si, en échange de tous les bienfaits qu'il lui avait donnés, il pouvait à son tour offrir quelques faisans. Cadon accepta. Il dit à l'homme que devenu Dahama à aube, il devait pratiquer le Mahabéata, afin de bonifier son clé, de manière à être un cadoniste exemplaire dans cette vie-ci, car la bonne énergie de son clé augmenterait le bonheur ainsi que la joie de son fils et de lui-même dans cette vie parallèle où désormais ils revivraient ensemble. Il devrait également atteindre le Nilijaro. L'homme acquiesça et dit qu'étant seul désormais dans cette vie-ci, il pratiquerait le Mahabéata et le Nilijaro de façon quotidienne et qu'il avait hâte de commencer. Malgré son enthousiasme, Cadon le pria de ne partir qu'au matin. Le Laman Sherpa, ou le grand Kaman, qui tous deux étaient très érudits quant à la pratique de leur philosophie, allaient par leur connaissance l'initier de façon plus précise à la lumière du cadonisme. L'homme apprit les commandements cadonistes quasiment toute la nuit. Au matin, de bonne heure, il salua Cadon et les quelques personnes déjà réveillées. Avec beaucoup de respect, il annonça à tous qu'il commençait son Mahabéata et son Nilijaro sur le champ. Puis, l'air joyeux et d'un pas décidé, il partit sur le chemin sans même se retourner. Cadon, les 7 Dahama et les anciens brigands descendirent le pays, jusqu'à un endroit qu'on appellera bien plus tard la Montagne Noire. Ils s'installèrent dans cette région qu'ils parcoururent dans tous les sens afin d'ériger un nouveau temple sacré. Ce nouveau temple devait être construit sur le modèle exact de celui de Silan. Ils finirent par trouver un emplacement où se trouvaient des pierres. Réjouis par cette découverte, ils firent une pause pour se restaurer. Chacun semblait joyeux. Ce nouveau temple serait plus petit que celui de Silan, mais tout aussi beau. Vers la fin de la journée, ils décidèrent de rentrer au Dams. Le chemin du retour fut assez difficile. Ils tracèrent de nouveaux chemins dans une végétation épaisse. Alors qu'ils marchaient depuis un bon moment, à 2 pas d'arriver au Dams, dans le village actuel de Saint-Amancé, Cadon fut piqué par une grosse vipère. On l'assit sur une souche. Aussitôt, tous voulurent tuer le serpent, mais Cadon s'y opposa formellement et ordonna que celui-ci soit épargné. « J'ai marché sur cette pauvre bête sans la voir, dit-il. Est-elle responsable de ma présence? Est-ce sa faute si j'ai été aveugle? Elle n'a fait que se défendre, comme vous l'auriez fait vous-même pour préserver votre vie. » À contre-cœur, tous laissèrent partir la vipère. Le soir commença à tomber. Le Laman Sherpa entailla la blessure avec un couteau de pierre bien effilé, afin d'en sortir le venin. Tous entourèrent Cadon, l'angoisse montait, et la peur de perdre un tel homme se lisait sur les visages. Les Dahama le transportèrent jusqu'au Dams, l'installèrent sur plusieurs pots et tissus, afin qu'il fût le plus confortablement installé. La fièvre faisait son œuvre. Cadon délira plusieurs jours. Donaya lui apparaissait, venait le saluer et lui annonçait son départ prochain pour l'univers du grand carbone de lumière. Elle lui dit que dorénavant, il serait le gardien de l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, et que si le cadonisme ne s'était pas imposé cette fois-ci, il s'imposerait à une autre époque, et que cela était inéluctable. Aussitôt, le Laman Sherpa joignit ses mains au-dessus de sa tête. Lui aussi venait de voir Donaya, la mère de l'humanité. Il confirma à tous ce que Donaya venait de dire. « Cela est mon destin, dit Cadon d'une voix faible. Le destin n'a qu'un chemin et ne peut se modifier, car le hasard et la destinée partagent les mêmes joies et les mêmes peines. » Tous le regardaient avec intensité. Il dit encore, « La brièveté de notre vie physique est la preuve absolue et la raison même de notre perpétualité. » Le Dahama à aube prit cette fois conscience que Cadon, le grand druide des esprits, allait mourir. Il s'approcha de lui et lui demanda de lui expliquer encore une fois ce qu'était pour lui le cadonisme. Malgré sa grande fatigue, Cadon, qui venait de finir de graver la 3e grande vue sur tous les objets sacrés du cadonisme, se tourna vers lui et dit « Être cadoniste, mon enfant, c'est très simple. C'est avoir la conscience de Siwix, de Eltra,
de l'esprit mêlé et des quatre réalités. C'est être dans la lumière du cadonisme, c'est reconnaître la révélation des huit, c'est être conscient de la réalité de vie cadoniste qui est la parole prouvée des esprits. C'est comprendre que nous sommes esprit global et individuel à la fois. C'est atteindre le Nilidjaro, c'est nourrir son esprit de merveille, d'intelligence, de créativité, de savoir, c'est développer la pratique du Baya, du Dhyakan, du Bayana, du Konjai. C'est respecter son prochain en comprenant que vous êtes en lui, comme il est en vous-même. C'est cultiver la gentillesse, la compassion, la loyauté, la dignité, la justesse. C'est reconnaître que Donaya est la mère de l'humanité, à l'origine de tous les hommes. C'est célébrer les accomplissements du Tyo, si utiles aux esprits que nous sommes. C'est réaliser le Mahabhyata et pratiquer l'arcane et l'arcane personnel et l'acte de Gosté. C'est respecter les arbres sacrés des esprits et les arbres sacrés d'extraction. C'est célébrer chaque année la fête de l'Esdruidam, l'anniversaire de la deuxième révélation, et plus tard, dans le futur, la troisième et dernière révélation. C'est célébrer avec enthousiasme toutes les fêtes et les cérémonies cadonistes. C'est honorer les esprits méritants, les Érinis, les grands Érinis, les grands Érinis pages, qui sont les esprits suprêmes et dieux du cadonisme, et qui, le jour de leur décès physique, iront siéger dans le grand temple du Nirva, dans le grand temple de la lumière des élus, de l'univers majestueux, de la grande prairie de lumière. Et c'est reconnaître tous les responsables canonistes, du plus petit au plus grand. Être canoniste, c'est admettre toutes ces lois, c'est avoir conscience de sa responsabilité personnelle dans la construction de sa propre vie, c'est avoir conscience de l'importance de son clé, et c'est enfin comprendre que personne d'autre que soi, par son comportement de vie terrestre, n'oriente son destin dans les univers parallèles. Cadon s'arrêta quelques secondes pour reprendre sa respiration et dit encore « Le cadonisme s'épanouira au début du 5e millénaire. Dhammatana le révélateur sera la troisième et dernière grande vue du cadonisme. Je l'attendrai le temps qu'il faudra dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, et dès son retour dans notre paradis de la Galie, il écrira sur un support de son temps ce que les esprits défunts des univers joyeux et moi-même lui auront offert. Cette histoire de notre monde sera écrite d'un simple jet magique. Tout sera dit à Dhammatana le révélateur. Tout ce qu'il devra faire, tous les endroits, les lieux où il devra se rendre lui seront dévoilés. Puis un jour, il viendra ici, où j'ai été mordu, dans le Dham voisin. Il rencontrera cet homme qui sera de mon sang et de ma descendance, et qui se nommera Akriapna. Il fera le premier Laman Shirpa du 5e millénaire. Quand Dhammatana le révélateur aura réécrit la grande philosophie de vie qui est la lumière cadoniste, qui est la parole prouvée des esprits, et qui est ma parole, ce texte sacré sera multiplié dans des proportions inimaginables. Ainsi, tous les esprits gouttes libérés du paradis de l'Algali vivront dans la joie et dans la connaissance de la lumière du cadonisme, qui est ma parole et la parole prouvée des esprits. Au matin, Cadon demanda qu'on lui coupe les cheveux. Le Laman Shirpa fit de même. Vers midi, Cadon demanda que l'on reprenne la route vers le nord. Il fut transporté sur un lit de branchage, de feuilles, de tissus et de peaux de bête. Durant le retour, l'état de Cadon s'améliora quelque peu. L'effet du poison s'était miraculeusement amoindri, grâce aux efforts du Laman Kamag. Néanmoins, l'infection due à la blessure ne semblait pas vouloir se résoudre tout à fait. 12 semaines plus tard, toute la troupe arriva au complet, au sud-ouest de l'actuelle ville d'Arras, dans un endroit appelé le Bois de Bucois. Tous semblaient de nouveau inquiets, car l'infection de la blessure de Cadon s'était de nouveau aggravée. 2 jours plus tard, Cadon partit, dans la joie, rejoindre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, dont il allait devenir le gardien. Oblique 96, Cybèle 18. Quand Cadon fut mort, les anciens brigands, abattus et désespérés, retournèrent dans la forêt. Certains d'entre eux partirent réaliser l'acte de Gosté, ou pratiquer l'arcane personnel. Cadon, le grand druide des esprits, fut brûlé, comme le préconise la tradition cadoniste. Les 7 loyaux mirent les cendres de Cadon dans un récipient de bois hermétique, un damia. Puis, le lendemain matin, ils quittèrent le bois de Bucois et arrivèrent à la tombée de la nuit, non loin d'un endroit où un fleuve, nom actuel Loti, prenait sa source, près d'un dams du nom de Cône, actuellement Coigneux, où quelques cabanes rondes
dormait sur pilotis. À bonne distance du Dams, ils montèrent sur une colline boisée. Presque au centre de la colline, dans une petite prairie, ils trouvèrent une grosse pierre couchée, aujourd'hui disparue, d'une longueur de plus de 4 pas et sur 3 pas de large. Ils partirent de l'ouest de la pierre en direction du temple de Silane et comptèrent 7 grands pas. À cet endroit, à égale distance de la pierre et d'un arbre millénaire, ils élevèrent un édifice de bois de la hauteur d'un homme. Puis ils posèrent à son sommet une large pierre plate dans laquelle ils avaient creusé un sillon pour y déposer le damia afin que celui-ci ne tombe pas au premier grand coup de vent. Près du damia, ils placèrent de la nourriture et un breuvage que Cadon aimait boire. Dans le damia, ils déposèrent un magnifique bracelet en or et un collier offert par un druidame lors de leur excursion à Silane. Puis ils firent un grand feu et fêtèrent Cadon toute la nuit avec des chants et les plus beaux textes qu'ils purent imaginer. Après quelques instants, apparut Eltra à quelques mètres du sol, habillée d'une lumière dorée. Elle ne parla pas, mais toutes et tous comprirent la symbolique et remarquèrent l'amour qui se dégageait d'elle. Ils appelèrent cet endroit la butte de la porte, ou la pierre de la porte. Quelques années plus tard, le cadonisme avait de nouveau disparu. Duatana paraissait de plus en plus fatigué. Obral, son fils, quant à lui, semblait fasciné par cette histoire. Il demanda à son père comment il était possible d'aller dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, et si tout cela était la réalité. Alors Duatana prit un suntra, avant qu'il ne soit trop tard, et en lut le contenu à son fils.